Bonjour à tous et bienvenue au podcast Foi et Travail de Avad. Je suis Florian Pradon et j'ai le plaisir d'animer ce podcast aujourd'hui. Notre invité, c'est Scott Auquier. Je vous propose une conversation tout en nuances avec lui. C'est un homme qui a changé de pays, qui a changé de posture, mais qui n'a jamais perdu de vue l'essentiel. Scott, c'est quelqu'un qui marche avec les autres. Il est coach, il accompagne des leaders, mais surtout, il écoute, il observe et il révèle les talents. Dans cet épisode, on va parler d'immigration, de transformation intérieure, de foi, de doute, mais aussi parfois de tension qui existe entre ce qu'on sait faire et ce qu'on sent comme appel. C'est une conversation simple, mais vraie, avec un homme authentique qui travaille à servir Dieu et la mission, souvent dans les coulisses, dans les détours et dans les transitions. Je vous invite à prendre ce temps-là avec nous, à ralentir, à écouter et peut-être à vous poser vous aussi quelques bonnes questions dans cet épisode. Excellent épisode à vous. À bientôt. Salut Scott. Salut. Je suis content de te voir. Moi aussi. On va pas faire semblant, on se connaît bien, on est amis dans la vie. Puis je suis content de te voir là. Une belle surprise, un bon addon qu'on est parti ces épisodes de podcast. Tellement. Et c'était juste le timing qu'il fallait qu'ils se croisent, que toi, tu arrives sur ce podcast pour amener quelque chose. Donc, je suis vraiment content de t'avoir là. C'est moi qui suis honoré, vraiment. C'est un plaisir. Oui, moi je te connais, mais je serais super intéressé à ce que tu partages comment tu te présentes pour que tout le monde qui ne te connaît pas encore, mais qui va gagner à te connaître, puisse mieux te connaître. Donc, qui es-tu? D'où est-ce que tu viens? Puis après, on va jumper directement dans le sujet de pourquoi on est là aujourd'hui. Très bien. Je m'appelle Scott Auquier. Donc, j'aime me définir comme étant un disciple de Jésus. Premièrement, c'est la première des choses. Je suis le mari d'Esther Trichard. Je suis papa de 2 enfants, Isaac et Shadé, 11 ans et 8 ans. Donc 2 enfants, mais ressentis 8, et ils sont bien en forme. Qu'est-ce que je fais dans la vie ? Je vais être très rapide par rapport à ça. Je suis coach de leader créatif. J'aime bien parler du côté effectivement leader créatif parce que ce ne sont pas forcément des leaders qui sont dans le milieu créatif en tant que tel, mais j'aime bien définir les leaders créatifs comme étant des leaders qui inspirent, qui encouragent à l'innovation, qui prennent des risques calculés bien sûr, et qui favorisent en fait, qui créent un environnement où la collaboration et la créativité prospèrent, pour que leurs équipes deviennent vraiment performantes et atteignent des résultats, on va dire, exceptionnels. Donc, c'est ça. Wow. Donc, voilà comment je me définis un peu. Et puis voilà. Cool, on va revenir là-dessus sur cette notion à la fois de coaching, de leader créatif, c'est quand même des nouvelles notions aussi. Ouais. Puis on entend toutes sortes de choses sur le coaching dans ces dernières années. Ça a été, je pense que le mot a été utilisé, surutilisé de plein de manières différentes. Effectivement. Pour le meilleur et pour le pire. Mais tu vas pouvoir nous guider à travers ça, à travers cette conversation, à travers ce que ça signifie, qu'est-ce que ça signifie pour toi d'être un coach, comment on accompagne les gens, qui a besoin d'un coach. On dirait que tout le monde semble en avoir besoin, mais est-ce qu'on comprend bien la démarche? Donc tout ça, c'est des choses dont on va pouvoir se parler. Mais tu as commencé à mentionner, on va revenir un peu à l'origine, mais toi, tu es arrivé ici il y a quelques années, parce que les gens l'entendent, je pense, à ton accent que comme 2019. Moi, c'est ça, 2019. Donc tu es arrivé ici avec femme et enfant. Oui. Raconte-nous un peu cette arrivée, comment ça s'est passé, comment vous avez pris la décision d'arriver là, parce qu'il y a des choses très intéressantes là-dedans. Ouais, effectivement, on est arrivé en 2019 déjà, ça fait plus de 5 ans. C'est vrai qu'il y a un petit accent du sud aussi, sud de la France. On vient de la Seine-sur-Mer, exactement. Puis, ce qui s'est passé en 2019, c'est mon épouse qui a eu une réorientation, on va dire, professionnelle. Elle s'est relancée dans les études suite à vraiment comme un gros chamboulement. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a eu un entretien lors d'un forum de recrutement qui s'est malheureusement mal passé. En fait, elle est tombée sur une personne vraiment pas cool, pas sympa, qui lui a jeté à la figure des choses pas très sympas. Et à partir de ce jour-là, elle a dit « Plus jamais on me parlera comme ça et je vais reprendre ma vie en main, je vais me relancer dans les études ». Et la formation qu'elle a pu trouver grâce à sa sœur, puis elles ont discuté le soir même, il me semble, c'était
la communication humaine et organisationnelle. Donc remettre l'humain au centre. Et à partir de ce jour-là, on a lancé les démarches pour venir ici au Québec. Ça n'a pas été facile, mais tout s'est fait entre 7-8 mois, entre le moment où on a lancé les demandes pour l'admission à l'UQAM, visa, etc. Puis on s'est retrouvés ici avec nos 2 enfants. Étiez-vous déjà venu ici? Oui, on était venu en 2015. Ok, donc vous aviez quand même une idée à quoi ça Voilà, ressemble. Ok. effectivement. Mais c'est quand même l'inconnu, hein, parce que Oui. là, tu traverses l'océan, c'est complètement différent. Une autre mentalité, une autre culture. Donc, transition de vie, on part avec 2 enfants, on s'est dit c'est maintenant ou jamais. Et puis, je pense que Dieu était vraiment dans le plan. Vraiment, il fallait cet événement-là. Donc, je remercie Esther, grâce à Esther. Merci à Dieu aussi pour tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, clairement. Ouais. Ah, c'est beau ça. Donc un événement qui était un peu difficile, mais qui a permis une remise en question. Yes. Et puis finalement, une solution qui s'est présentée à vous, puis moi je connais un peu l'histoire, je sais qu'il y a plein de choses qui se sont alignées. Il y a eu des choses plus difficiles évidemment, mais il y a quand même plein de choses qui se sont alignées, puis qui ont fait que ça a avancé. Puis c'est un beau projet, parce que ça a été elle et sa sœur qui ont fait ensemble ont décidé de se lancer dans cette aventure. Puis bravo à vous messieurs, parce que vous avez aussi vous avez embarqué dans cet inconnu là, et le mari de Rachel, Franck, qu'on salue, et puis vous avez décidé d'embarquer, vous les avez soutenus dans cette démarche là, donc c'est le fun, c'est de voir que ça a été vraiment un mouvement de famille. Ouais, effectivement. Dans ces saisons-là, quand vous êtes arrivé ici, donc il y a eu la partie un peu la lune de miel, la découverte, les choses le fun, mais il y a eu des moments peut-être aussi un petit peu plus difficiles. Est-ce que tu peux nous amener un peu à travers ces premières étapes, puis comment ça a été vécu? Ouais, on le sait, l'immigration, c'est jamais quelque chose de facile. Je pense qu'il y a un détachement aussi qui a dû se produire avec nos familles. Donc ça, c'est sûr, on a laissé nos parents là-bas, puis aussi des amis. Mais c'est surtout la famille qui manque, que tu le veuilles ou non. Puis après, quand tu arrives ici, c'est un changement total de culture, de mentalité, des choses simples de la vie. Par exemple, les courses, c'est pas la même chose. Puis tu perds tes repères. Donc toutes ces petites choses, et puis le côté très administratif qui est assez intense, le stress des papiers, l'immigration, tout ça, c'est pas quelque chose à mettre de côté. Donc ça peut créer parfois de l'anxiété. Donc ce sont des transitions de vie, et je pense qu'on est passé au travers de ça. Donc il y a eu, oui, le bon côté, mais il y a aussi toutes les galères à côté, effectivement. Et puis moi, je suis venu ici il y a 17 ans, donc je suis venu seul, c'était un peu différent. Enfin, je n'étais pas venu en famille et tout ça. Comment vous vous êtes reconnecté aux gens? Donc, heureusement, vous êtes arrivé en groupe de famille. Donc ouais, une tribu. Une petite tribu, exactement. Ça, c'est le fun quand même, ça donne quand même une base. Tellement. Comment vous avez réussi à vous reconnecter? Je parle à la communauté, par exemple. Comment vous avez retrouvé vos repères? Parce que vous avez grandi dans des églises que vous connaissiez là-bas, vous étiez connu localement aussi et tout. Donc, comment vous êtes réapproprié un peu Ouais, je pense qu'il y a 2 choses. La première, c'est que déjà, de un, il faut être intentionnel. Parce que si tu restes dans ton coin, c'est compliqué. Donc, on a été hyper intentionnel dans ce sens-là. Donc, on allait vers les autres. Après, on a la chance, effectivement, d'être arrivé en tribu. Puis, on arrivait à faire des connexions avec les uns les autres. On se retrouvait pas mal ensemble. Puis, on est passé aussi au travers de la pandémie qui a pas été évidente. Du coup, tu te raccroches à ce que tu as. Mais l'Église a beaucoup aidé. J'avoue que ça, c'est une chance. Quand tu as à l'Église un privilège, c'est quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu retrouves une autre famille. Donc ça a beaucoup aidé dans notre intégration. Des personnes qui nous ont donné des conseils, des tips, etc. Ça nous a beaucoup aidé. Et puis voilà, on est passé au travers. Et puis on continue encore à découvrir 5 ans après. Puis 5 ans plus tard, est-ce que tu dirais que ton identité, elle a bougé? C'est une très bonne question. Question de coach. J'ai un bon prof apparemment. Ouais. Non, mais je pense que elle s'est transformée. Je veux dire, l'identité, ouais, on a évolué. Ça s'est élargi.
Tu sais, j'aime bien cette image de d'étendre un peu ses limites. C'est beaucoup ça qui s'est passé. On est passé à autre chose. On a grandi en fait dans notre manière de voir. On s'est ouvert. Parce qu'au début, comme tu as dit, c'est lune de miel. Ensuite, tu te prends un mur. C'est un peu un choc culturel que tu vis, que tu le veuilles ou non. Puis tu commences à réfléchir de manière beaucoup plus globale. Et je pense que oui, ça s'est élargi. Puis justement, quand tu parles d'élargir et qu'on parle d'identité, Ouais. est-ce que tu as des anecdotes ou des choses qui t'ont marqué, de choses que tu as vécues par rapport à cette perception de certaines choses? Je te fais un petit partage, un petit reflet, tu me diras ce que tu en penses. Mais moi, par exemple, ça peut paraître ridicule, mais j'avais jamais autant réalisé que j'étais un homme noir que quand je suis arrivé ici. Et quand je vivais à Paris, dans un truc qui est très diversifié, j'ai grandi avec plein de cultures différentes, des Asiatiques, des Maghrébins. Donc pour moi, le melting pot et le blend, c'était un peu mon quotidien. Mais en arrivant ici, je me suis aperçu que ce blend-là était moins fort. Okay. Il y avait des communautés qui vivaient les unes à côté des autres, qui s'appréciaient, fonctionnaient bien les unes à côté des autres, mais moins de mixité, on va dire, sociale. Okay. Donc moi, ça a changé pas mal d'éléments de ma perception de compréhension. Ça m'a obligé à ouvrir mes horizons puis à comprendre plus de choses. Toi, moi, c'était ça, mais est-ce que toi, tu as des choses que tu as vécues par rapport à ça aussi? Tu veux dire au Québec? Ouais. Je trouve que c'est... Moi, je venais du sud de la France, donc juste avant. Donc ça a peut-être teinté l'expérience. C'est vrai que j'ai aussi connu Paris où c'était beaucoup plus melting pot. Mais ici, j'ai moins senti, on va dire, cette fracture. En tout cas, j'ai un peu plus senti l'intégration. Maintenant, il y a des choses qui peuvent être en background que je ne vois pas, et sûrement. Mais c'est vrai que moi, je venais du sud de la France où c'était peut-être un peu plus intense, où on me faisait plus sentir que j'étais différent, entre guillemets. Donc, c'est vrai que c'est marrant qu'on ait une expérience qui soit pas forcément la même. Et la preuve en est, c'est que l'immigration, c'est vraiment quelque chose de personnel. Puis on doit intégrer tout notre background, on doit intégrer aussi notre parcours académique, plein de choses. Mais c'est vrai que je l'ai peut-être vécu différemment de toi. Mais c'est intéressant quand tu dis ça, parce que trop souvent, on essaye de résumer l'immigration... on veut l'uniformiser. Ouais, on veut souvent dire bah, ça s'est passé comme ça, ou c'est ça, ou on peut s'attendre à ça en arrivant au Québec. Et en fait, elle peut varier vraiment. Et puis tu as tout à fait raison, ça dépend vraiment du background, du profil. Qu'est-ce que j'amène sur la table? Tellement. Et en fonction de ça, la réaction ou la sensibilité à certains sujets ou à certaines choses. Moi, je décrivais pas ça comme nécessairement... C'était pas forcément négatif, mais j'ai quand même réalisé certaines choses que je n'avais pas perçues. Il y a aussi le fait que je sortais de mon environnement culturel, donc je voyais ma culture française aussi sous un œil totalement différent. Et je suis arrivé aussi peut-être à un momentum différent. Donc il y a 17 ans, il y avait moins de Français qu'il y en a maintenant, comme sur le plateau. Et puis, je suis pas arrivé peut-être dans la même saison de vie. J'étais plus jeune, un petit peu plus jeune. T'es toujours jeune. J'aimerais ça, merci. C'est là qu'on voit qu'on est des amis. Et je suis arrivé plus peut-être seul face à cette expérience-là. Toi, tu es arrivé avec une famille, donc une affirmation d'identité peut-être un peu plus assise. Et je pense, mais c'est intéressant de dire que les deux expériences existent en parallèle. Donc, il n'y en a pas une qui prévaut sur l'autre, c'est juste deux réalités complètement différentes et c'est vécu différemment. Pour pas résumer non, mais le Québec, peut-être les gens trouvent que c'est pas assez accueillant ou il y a trop de... oui et non, ça dépend vraiment de toi et avec quoi tu arrives aussi. Et tu l'as dit aussi tantôt, j'ai beaucoup aimé ce point-là, c'est pour ça que je veux insister là-dessus. On s'est bougé, on s'est sorti de notre... on est allé vers l'autre. On a trouvé des manières d'aller à la rencontre des gens. L'église, c'était un vecteur pour le faire, mais vous vous êtes bougé. Ouais, et puis ça fait partie de notre personnalité. Esther et moi, on aime beaucoup aller vers l'autre. Puis on est des passionnés de l'humain. C'est pour ça que ça fait du lien aussi avec le métier que je fais actuellement, qui est le coaching, qui pour moi va au-delà d'un métier. C'est clairement une vocation. C'est qu'on aime être, en tout cas créer des ponts et être le prolongement en fait tu sais, dans les relations, créer des liens. C'est vraiment ce qu'on aime faire. Voilà. En tout cas, ce que j'aime faire personnellement. Ouais. Donc c'était ton appel de faire du coaching, mais avant ça, tu avais une belle carrière. Je dis mais c'est pas passé là, mais tu avais une belle carrière, tu as un beau track record avec des belles compagnies où tu as fait des trucs hyper intéressants. Parle-nous en quelques mots de ce que tu faisais.
Et du moment où il y a eu comme un truc où tu t'es dit, attends, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Parce que moi, je m'en souviens de la conversation, je veux pas la ramener, mais j'ai l'impression qu'on est dans le parc, là, justement. Mais je veux juste que tu nous amènes un tout petit peu en avant, c'est quoi le cheminement? Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a eu un déclic et tu t'es dit, attends, mais en fait, est-ce que c'est ça que je veux faire? Ouais, c'est un très bon point. En fait, moi, j'ai toujours fait ma carrière dans les achats. Donc, j'ai fait une école de commerce. Et puis, je me rappellerai toujours, c'était soit tu faisais de la vente, soit du marketing en école de commerce. Et puis là, il y avait un gars qui s'appelait Yertin, un super gars qui était à fond sur les achats, mais je ne savais vraiment pas ce que c'était. Puis il m'a expliqué, et puis ça m'a quand même percuté. Je dis, oh, j'aime faire les choses aussi différemment, tu vois. Pourquoi pas tenter quelque chose que personne ne fait? C'était le seul à l'école à s'intéresser à ça. Puis j'ai commencé à m'intéresser, et puis je me suis dit, ouais, il faut que je me lance dedans. Puis j'ai fait ma carrière dans les achats, donc j'ai commencé au ministère de la Défense. J'ai travaillé aussi entre-temps chez Thales Alenia Space. Puis quand on est venu ici au Canada, j'ai travaillé pour Ubisoft et je travaille toujours pour eux en tant qu'acheteur marketing dans tout ce qui est cinématique, trailers, etc. Donc c'est vraiment c'est cool parce que j'ai pu toucher à plusieurs types de sociétés, petites, grandes, fonction publique, privée. Donc vraiment intéressant. Puis ce qui s'est passé en 2021, je me rappelle, j'étais devant mon laptop et puis j'étais en train de finir un mail. C'était une période qui était intense, hein, puisqu'on se souvient bien, il y a eu le Covid. Donc il y avait les enfants à la maison. Moi, je me rappelle que j'étais sur le laptop à partir de 6h45, facile. Puis je finissais le soir à 19h30, j'étais sur des gros projets. Et puis la période du Covid, c'était une période extrêmement intense pour les jeux vidéo parce que, en fait, pendant cette période, les gens étaient soit devant la télé, soit ils étaient en télétravail, mais plutôt télé que travail, ou soit ils étaient en train de, je sais pas, de jouer aux jeux vidéo. Et ce qui s'est passé, c'est que je n'arrivais pas à terminer ce mail. Le temps s'est arrêté là. Et puis, je me suis vu quasiment 45 minutes après, toujours sur la même phrase. J'ai dit, il y a un truc qui ne va pas. T'es fatigué, Scott. Puis là, ça a pris une marche. J'ai dit à Esther, viens, on va marcher, on va se promener et tout. Puis je lui ai dit, mais j'aime bien ce que je fais, mais il me manque quelque chose. Et là, je lui pose la question, mais comme ça, je le dis un peu haut et fort, là, je me rappelle, on était dans un parc, et je dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Qui suis-je? Et puis elle me regarde, elle me dit, Scott, tu es coach. Et quand elle me dit ça, là, c'est comme si je me prends un mur, mais en même temps, un soulagement. C'est comme si elle disait qui j'étais. Et puis, là, je me suis dit, waouh, c'est quelque chose de fort. Il faut vraiment que je le fasse, quoi. C'était sûr et certain, il fallait que je me lance dedans. Est-ce que tu connaissais le coaching? Est-ce que tu avais été... c'était passé devant les yeux? Tu avais entendu quelque chose? Ou c'est la première fois que tu entendais ça? En fait, le coaching, je me suis rendu compte que quand elle a dit le mot coach, c'est comme si ma vie, elle a fait un flashback. Et je me voyais dans toutes les situations de manière officieuse où je recevais des personnes dans mon bureau, où je prenais le temps avec les personnes pour les coacher. En fait, c'est juste qu'elle me disait, fais ce que tu es. C'était la révélation. Mais tu sais, on a un rapport qui est particulier avec le travail. Moi, j'avais un rapport avec le travail qui était, le travail, c'est pénible. Le travail, ça doit être dur. Le travail, ça doit être galère. Puis c'est une fausse manière de concevoir le travail. Et pour la première fois, je me suis dit, je vais m'autoriser à faire quelque chose que je sais faire facilement. Et tu me permets de faire un petit segment là-dessus, c'est passionnant dans ce que tu partages là, vraiment. Il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. C'est important le reflet que les gens peuvent nous donner autour de nous. Tellement. Des gens proches qui nous connaissent et qui nous aiment et qui nous disent ce qu'ils voient de nous. Mm-hmm. Et quelquefois, on n'y est pas assez attentif. Donc je trouve que c'est super puissant quand tu dis, ta femme te dit, en fait, t'es un coach, quoi. Donc en gros, elle résume ce qu'elle observe de toi depuis des années, qu'elle connaît de toi, puis tes qualités, etc.
Alors je dis pas à tout le monde qui nous écoute, si on voit un comptable en toi et que tu dois te transformer en comptable demain matin, mais c'est quand même intéressant d'entendre Ouais. ça. Je fais ce rebond-là parce que j'ai eu des jeunes gens que j'ai rencontrés, que j'ai eu la chance de discuter, et avec qui j'ai eu un appel il y a quelques semaines de ça, qui se posent des questions sur l'orientation de carrière, comment je choisis, etc. Souvent, on veut trop rendre ça compliqué. Quelquefois, c'est dans la simplicité, hein, les dons qui nous ont été donnés. Tellement. À la base, généralement, les gens les observent chez nous, puis sont capables de dire, dis donc, tu as une belle écoute. Puis ça, c'est la première chose que je t'avais dite quand je t'ai rencontré, Scott, et que tu m'as parlé de tes réflexions de carrière. Je t'avais dit, ça me surprend pas ton cheminement. Je trouve que j'ai passé une demi-heure à te parler, à t'écouter. Puis je trouve que c'est exactement ce que tu dégages, ce que tu me Et c'est fou ce que partages. tu dis parce que mais c'est exactement ça. Parfois, tu as des personnes qui vont te dire, mais c'est facile pour toi de faire ça. Mais dans ton esprit, c'est dur de te dire, Ouais. je vais faire ça parce que justement, c'est facile. Ouais. Et le deuxième point que tu as amené qui est hyper important, c'est que dans notre société, on pense que le travail, c'est forcément la pénibilité. Ouais. Et j'ajouterais une couche supplémentaire quand tu es chrétien, parce qu'il y a une espèce Mhm. de sens du devoir, il y a un truc sacrificiel, etc. Et où on pense pas nécessairement que ça peut être, qu'il y a une notion de plaisir, qu'il y a une notion d'accomplissement ou d'épanouissement. Tellement. Trop souvent, ça a été vu comme soit c'est alimentaire, soit finalement c'est pas si important, parce que ce qui est important, c'est le ministère. Mais donc le travail pourrait pas être pourrait pas être un ministère en soi. Et toi, tu es la preuve en est, c'est qu'on peut réunir les dons qui nous ont été donnés, répondre à un appel, puis être dans son appel et dans le ministère, dans un endroit où on ne s'attendait pas à être. Tellement. Et je trouve que c'est important, ces deux notions que tu dis. Donc, un, c'est qui je suis, et ton épouse l'a dit, mais je pense que c'était une parole très inspirée de dire qui je suis, donc qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce qui t'a été donné. Et la deuxième partie, c'est faire ce que j'ai à faire ne veut pas dire un truc, une tâche extrêmement pénible, Ouais. un truc qui est lourd, puis qui est sacrificiel, mais qui va demander, exiger, parce qu'on va en parler C'est après sûr. comment tu t'y es rendu, parce que c'était du travail là pour se rendre de ça. Ouais. Scott, tu t'es pas dit un matin je vais faire ça, puis ça s'est fait en claquant des doigts. Mhm. Tu as fait une démarche, tu as entrepris une démarche où tu t'es été mis à l'épreuve. Moi, je me rappelle, on s'est parlé, tu m'en as Tellement. parlé de la difficulté de tout Tellement. ça. Donc ça, j'aimerais qu'on en parle pour pas couper trop vite à la success story tout de suite. Mhm. Mais c'est de dire, euh, on m'a dit quelque chose, je l'ai reçu, maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis, ça ne veut pas dire que la marche va être facile, mais par contre, je pense que je vais avoir une aisance parce qu'il m'a été donné des dons et des qualités pour ça, pour y arriver. Fait que ça, je trouve ça vraiment, vraiment fort de retenir ce point-là. Le travail n'a pas besoin d'être pénible, Ouais. ça peut être un ministère aussi, un Tout à appel. fait. Et le deuxième, c'est quelquefois, si on se pose des questions existentielles sur ce qu'on est capable de faire, prendre le temps de demander aux gens autour de nous qui nous aiment et qui nous connaissent, Mhm. ce qu'ils voient chez nous, la valeur qu'ils vivent de nous, de qu'est-ce qu'ils vivent avec nous, puis ça aide beaucoup, je pense, à enligner. Mais raconte-nous après, donc là, tu as cette conversation dans le parc, Ouais. cette révélation-là, puis là, tu te mets en mouvement. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je me mets en mouvement, c'est-à-dire que je m'inscris. En fait, ce que je voulais faire, c'était vraiment être, en plus d'avoir le mindset et les compétences, avoir quelques outils supplémentaires et être reconnu par une grande famille. Donc, notamment la famille ICF qui est reconnue dans le monde entier, en fait, la Fédération internationale de coaching. Puis mon but, c'était aussi de travailler au sein d'organisations et puis c'est d'avoir la certification qui me permet de travailler avec Donc, tu ce voulais te type de personnes. professionnaliser. Donc, la première chose, c'est que tu t'es dit, C'est ça, je veux le faire, ce métier, Oui. ça me parle. tout Tu à as fait. cherché comment le faire, tu as cherché des outils Tout à fait. pour le faire. C'est exactement, en plus, quand on avait cette conversation où je t'avais dit, mais tu as toutes les qualités pour le faire, je le vois chez toi, c'est hallucinant. Mais peut-être que tu as besoin d'avoir les outils ou la méthode pour t'aider à l'acter en tant que professionnel. Effectivement. Puis c'est ce que tu es allé faire, je trouve, en allant chercher cette démarche. Donc, je le ramène comme ça pour que les gens aussi se disent, c'est quoi le chemin quand j'ai reçu cet appel ou que j'ai l'impression que c'est ça. Tu t'es pas dit, je vais aller l'exécuter parce que par Non. la grâce de Dieu, je vais être capable de le faire, puis ça va rouler. Non, tu dis, peut-être que je peux l'ancrer, Ouais. puis je vais aller me former pour faire ce qu'il faut. Puis Tellement. raconte-nous alors, tu trouves la formation, comment ça se met en route? Écoute, je trouve la formation, je me rappelle, j'avais pris des jours de congé pour faire cette formation qui était quand même assez intensive sur plusieurs mois. Il me semble que c'était 5 mois, quasiment tous les vendredis. C'était parfois en présentiel, parfois en distanciel. Donc je me rendais sur place aussi pour ingurgiter énormément de choses et rencontrer aussi des personnes, me créer un réseau. Tout en travaillant. Tout en travaillant. Donc je faisais toujours les deux. Et puis c'était ça. Il fallait que je réussisse. Il n'y avait pas d'autre choix. Pourquoi c'était important? Pardon.
Pourquoi c'était important? Parce que je pense, comme je disais, il fallait une certaine crédibilité, je pense, aux yeux des professionnels. Ça, je voulais me professionnaliser. Puis je voulais aller au bout des choses. Moi, je suis quelqu'un qui aime aller au bout des choses, terminer le taf, le faire propre. C'était un peu ça. C'est peut-être un côté perfectionniste et puis m'asseoir véritablement dans ça. Et puis être considéré vraiment comme un coach professionnel. Est-ce qu'il n'y avait pas un bout où tu voulais gagner tes galons un peu aussi? Dans quel sens? Donc, quand tu poses cette question, gagner tes galons? Toi, moi je trouvais que tu avais déjà les compétences, tu avais déjà la personnalité. Est-ce qu'il y avait pour toi aussi un sens de dire, c'est pas juste, je veux pas juste que je l'incarne, mais je veux aussi qu'on le voit, qu'on le reconnaisse, que ce soit... Parce que ces certifications-là, c'est ce qu'elle fait finalement. Ouais. Elle reconnaît la personne comme étant un des pairs dans cette communauté-là aussi. Totalement. Mais en fait, je pense que c'est vraiment le mot qui va avec ce que tu viens de dire, c'est la crédibilité. Être crédible. Et puis qu'à un moment donné, ça soit simplement reconnu et qu'il n'y ait aucune barrière à ce que je puisse le faire de manière libre. Et puis voilà, je pense que ça ouvre des portes, que tu le veuilles ou non, aussi. Donc voilà, tout ça. Mais j'aimerais aussi expliquer en fait pourquoi je suis devenu coach. Ouais. Et oui. alors, attends, avant juste du pourquoi, explique-nous ce que c'est que le coaching. Yes, coaching. Oui, le coaching, mais déjà, ce que ce n'est pas. Oui. Le coaching, c'est pas du conseil, c'est pas du mentorat, c'est pas en fait de la psychologie non plus, même s'il peut y en avoir un peu, que tu veux ou non, dans ton approche. Le coaching, en fait, c'est faire émerger l'autre et surtout écouter l'autre, lui poser des questions qui sont pertinentes pour qu'il y ait une prise de conscience et une mise à l'action. C'est vraiment ça, en fait. La personne vient avec un besoin, un objectif, et il faut que j'atteigne cet objectif, ou je ne sais pas, ou je suis complètement perdu dans une situation. Puis j'aime bien prendre l'image de, on est partenaire, moi et le coaché, ou la coachée, et puis on se retrouve dans une pièce qui est complètement sombre, et la personne essaye de sortir de cette pièce. Ça fait un peu peur, son truc. Ouais, je sais. Mais attends, okay. C'est rassurant par la suite. Puis moi, j'ai la lampe de poche. Okay. Qu'est-ce qui se passe? C'est que j'éclaire, et puis la personne peut voir en fait des obstacles, peut voir des raccourcis, puis elle décide de prendre en fait la sortie, de trouver la sortie, parce que c'est elle l'experte. C'est elle qui a la maîtrise de son domaine, c'est elle qui connaît son environnement. Donc moi, je suis simplement comme un éclaireur, quelqu'un qui va encourager la personne. Puis souvent, en fait, c'est encourager la personne dans sa... En tout cas, moi, la couleur que j'ai, c'est beaucoup dans se connaître au niveau de sa créativité, parce que je crois que dans chacun, il y a une part de créativité. Lorsque tu connais ta part de créativité, tu arrives à te sortir de certaines situations. Tu arrives aussi à donner des clés à tes équipes pour qu'elles soient bâties de manière sereine, qu'elles puissent se développer et qu'elles puissent réussir à être performantes par la suite. Qui peut demander du coaching ou faire appel à du coaching? Ça ressemble à quoi le profil des gens qui viennent vers toi? Puis avec quel type de problématiques ou de défis ils viennent? En fait, j'ai pas réellement... Ça, c'était une question que je me posais à l'époque. Qui est-ce qui peut demander du coaching? Tout le monde peut demander du coaching. Maintenant, il faut s'attendre à ce que ça ne soit pas justement du conseil, que ça ne soit pas en fait du mentorat, etc. Tu as un besoin, tu as un axe de développement à travailler. Tu peux venir faire du coaching. Maintenant, sache que la démarche, c'est celle-ci. C'est exactement ce que je viens de te dire juste avant, en fait. Maintenant, de mon côté, je me rends compte que la plupart des personnes qui viennent me voir sont souvent des leaders qui veulent développer leurs équipes de manière sereine, mais qui veulent aussi grandir dans leur rôle de leader. Et de manière créative, comme je le disais, mais le sens propre de la créativité, qui est de trouver des solutions ou de marcher des fois en dehors des sentiers battus pour aller beaucoup plus loin. Est-ce que tu peux me donner un exemple de... tu n'es pas obligé, évidemment, ça reste très vague là, mais de personnes qui sont venues te voir pour que les gens comprennent bien ce que c'est cette nuance-là, qui viennent te voir, donc le profil de la personne, quel genre de problématique il t'amène. Puis,
après, est-ce que tu peux nous faire une petite distinction? Tu as parlé du mentorat puis du conseil. Si tu peux juste nous dire en quelques mots ce qui, toi, vraiment, la distinction que tu fais dans la façon Tellement. dont les choses se font, parce que Ouais. c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Ouais, Quelle c'est un distinction? très bon point. Mais déjà, juste revenir sur le mentorat Ouais. ou bien le conseil. Le conseil, la personne vient, elle dit, moi j'ai besoin en fait que tu me règles ce problème en me donnant un conseil bien particulier sur comment je devrais faire les choses. Puis la personne qui conseille, justement, apporte ce point-là. La personne qui a demandé ce conseil repart avec ce conseil et puis va effectuer les choses de son côté. Tu as le mentorat qui, lui, est plus basé sur l'expérience. Quelqu'un qui est passé par le même chemin, qui connaît exactement, en fait, ce par quoi, en fait, tu passes et puis qui va te donner des outils. Puis c'est toi qui vas le faire, mais c'est elle qui va te donner, en fait, des outils. Puis le coaching, là, c'est... Moi, souvent, je suis dans l'inconnu, en fait. Je ne connais pas le domaine des gens, où je peux parfois le connaître, mais ce n'est pas tout le temps le cas, loin d'être le cas. Et justement, je navigue avec la personne. Je suis un partenaire de réflexion. Je suis quelqu'un qui va faire émerger, qui va peut-être poser les questions anodines, mais tu sais, quand tu as la tête dans le guidon, des fois, c'est bien d'avoir une personne qui n'est pas du métier et qui va te poser des questions, en fait, que toi, tu ne te poses plus, mais des fois, de revenir à la base ou de revenir à des choses qui sont peut-être plus anodines, ça va te faire avancer. Mais en fait, tu dis ça, mais moi j'ai vécu quelques expériences avec toi. Tes questions sont jamais anodines. Tu penses? Je pense au contraire que tu as des très très bonnes questions et que tu amènes de manière assez bienveillante à nous questionner sur des choses qu'on regarde peut-être un peu trop superficiellement. Ouais. Et je pense que c'est ça ta grande force, si on parle là plus spécifiquement de ta façon de coacher. Et un autre aspect aussi, c'est que tu crées de l'espace pour des gens qui sont très occupés, très préoccupés, qui ont une certaine pression à gérer. Tu leur offres un espace pour vraiment se déposer, réfléchir, faire du reflet, comme tu disais tout à l'heure, sans se sentir jugé dans la démarche. Et justement, et toi, tu offres la possibilité, c'est ça ton volet vraiment créatif, je trouve, c'est que tu offres des possibilités. Donc, tu permets à la personne vraiment d'essayer d'envisager différentes pistes. Et la difficulté, un des trucs, et tu me dis, c'est toi qui connais bien ça, là, mais souvent, ce qui bloque la créativité, c'est la peur de rater ou d'être jugé. Et justement, avec ton approche, on ne se sent pas jugé et on ne se dit pas « ce que je viens de dire, ça ne fait pas de sens » ou « ça ne résoudra pas le problème ». En fait, tu permets à la personne de dire « en fait, c'est comme ça que je le résoudrais, ce problème-là ». Parfait, alors tu conduis, comme tu disais tout à l'heure, tu guides. J'aime beaucoup ton exemple de la lampe de poche parce qu'effectivement, là où tu vas pointer, la personne va dire « Ah, c'est intéressant, je décide d'y aller ou de ne pas y aller ». Mais tu mets la lumière sur quelque chose et après, je décide de suivre ou pas la trajectoire. J'aime beaucoup quand tu parles de créer de l'espace, c'est vraiment ça. C'est qu'à un moment donné, il y a comme le temps qui s'arrête. En fait, j'aime beaucoup le coaching pour ça. C'est que je reçois des personnes qui sont, et ça, c'est les profils que j'aime, qui sont en mode nerveux. Tu sais, un peu comme Pierre, les impulsifs. J'aime beaucoup parce que pendant ces temps-là de coaching, en fait, c'est des temps où en fait, ils se déposent. Et puis, c'est une réalité, en fait, de prendre le temps d'aller plus vite. Ça, c'est un peu mon leitmotiv, en fait. Et viens, on prend le temps là, de s'arrêter. Et puis, ça me fait penser beaucoup à mon père qui a un profil de coach. Il a toujours eu un profil de coach. C'est lui qui, par exemple, le dimanche soir, après l'église, il s'enfermait dans la chambre, il prenait son calepin et puis il appelait 3-4 personnes. Puis il faisait des séances de coaching, en fait. Et ça me vient de là. Que tu le veuilles ou non, ça me vient de là. Et puis, des fois, quand j'avais des problématiques, ça m'énervait parce que moi, je voulais que ça soit réglé super vite. Et je perdais beaucoup d'énergie, etc. Mais lui, il prenait le temps. Et en fait, je sortais non seulement avec mon objectif, mais l'objectif maximisé, optimisé. J'allais beaucoup plus loin, je gagnais du temps sur plein de choses. Donc, j'ai dit, je vais adopter cette démarche. C'est un héritage qu'il m'a donné. Et non, c'est tellement ça mon approche. C'est un bel héritage parce que en fait, donc ta formation, elle a commencé il y a plus longtemps que ce qu'on pense. Ouais, elle a commencé il y a plus longtemps que ça et puis je pense que je m'en sers au quotidien. Tu me posais la question, donne-moi un exemple de leader qui vient te voir, avec quel genre de problématique pour voir comment toi tu l'adresses, qu'on le vive un peu avec toi là, en quelques mots, comment tu l'adresses, comment tu fais cheminer la personne. Excellent. Tu vois, j'ai l'exemple d'un client. D'un coaché qui s'est approché de moi avec
beaucoup de stress, énormément de stress, gros poste à responsabilité, etc. Puis me dire, voilà, il y a telle situation, telle personne avec qui ça se passe pas bien, c'est mon supérieur, etc. Donc, ok, j'écoutais énormément. En fait, j'écoutais attentivement ce que la personne me disait. Puis à un moment donné, cette personne m'a dit, écoute, moi, je veux vraiment leader une équipe à haut niveau. Ok, d'accord, j'ai dit ok, j'entends. Et puis elle commence à me dire voilà, j'aimerais que ça soit comme ça, comme ça. Donc elle me déploie un peu son agenda. Puis je lui dis ok, et donc je lui pose la question comment elle se sent par rapport à ça, le fait d'embarquer en fait dans ce nouveau rôle qui prendra place dans quelques mois. Et puis je sens quand même une certaine fébrilité à ce moment-là. Puis je lui pose la question. Si demain, tu avais un responsable comme toi, comment tu vivrais les choses? Est-ce que tu serais heureux d'avoir un manager comme toi? Puis écoute, là, ça a été 20 secondes de silence. Parce que la personne, en fait, s'est regardée dans un miroir. Elle s'est dit, si j'ai un responsable comme moi, je ne me supporterai pas. Oh, waouh. Tu vois, ta question n'était pas très anodine. Hein. Mais c'était puissant ce moment-là. Puis la personne a dit, ok, c'est à partir de ce moment-là qu'elle a dit, ok, je vais travailler sur tel point. On a eu un suivi pendant 4 mois et puis à la fin, le bilan, c'était, ok, j'ai changé là. Il y a eu vraiment un shift parce qu'il y a eu une prise de conscience à ce moment-là. Donc ça, c'était un moment qui était très, très fort. Waouh, c'est fort ça. Tu vois, c'est des questions loin d'être anodines où en fait, tu as poussé en fait à une remise en question, mais saine et bienveillante et pas brusque en fait. C'est super intéressant. Tu as mentionné là, c'est une leader qui s'en allait prendre un gros poste avec une grosse gestion, etc. Qu'est-ce que tu as d'autre comme profil qui viennent te voir et qu'est-ce que tu as d'autre comme type de problématique? Ouais. J'ai des personnes qui sont sur des postes, on va dire, pas forcément de leader, mais qui se cherchent, qui arrivent peut-être à des tournants en fait, de leur vie et qui se posent des questions sur qu'est-ce que je vais faire plus tard ou est-ce que je suis à la bonne place. Et c'est marrant parce que ça résonne aussi beaucoup, beaucoup chez moi, parce que moi aussi je suis passé par des carrefours. Pas pour autant que je fais un transfert, c'est pas ça, mais j'arrive à comprendre en fait ces personnes. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, de créer un espace pour que la personne ne s'interdit rien. Ça, j'aime ça. C'est que la personne va être capable de se dire, ok, tout est possible. Je peux tenter. Et là, j'ai une personne qui justement a été un carrefour de sa vie. Puis elle a décidé de prendre vraiment un chemin qui avait rien à voir avec ce qu'elle faisait. Elle était peut-être dans quelque chose de très peut-être corporate, et puis elle est passée à un autre secteur d'activité. Mais par contre, la personne, elle se sent super bien. Aujourd'hui, elle est sur son X. Waouh, donc ça a permis aussi à des gens de transformer leur chemin de carrière. Tellement. Et de se poser des questions. Fait que c'est important parce que je le vois dans mon travail, par exemple, moi, en tant que consultant, quand je me promène, qu'il y a beaucoup de gens dans les milieux corporatifs qui se posent des questions et qui font des choses par habitude, mais qui se posent plus de questions sur pourquoi je fais ce métier, est-ce que ça me tente encore, est-ce que c'est toujours une saison qui est alignée avec ce que je veux faire. Tellement. Alors j'ai 2 questions pour toi Est-ce que tu vois, toi, dans ton coaching, une manière où Dieu intervient dans ce que tu fais, où ta foi peut intervenir là-dedans, dans un sens positif comme négatif, où tu vois quelquefois tu as été confronté par rapport à tes valeurs, ou alors où toi tu as eu l'impression que tu avais une parole pour quelqu'un. Comment ça s'intègre, ou est-ce que tu sens comment que ça s'intègre dans ton travail? Ouais, c'est fou, c'est que chaque fois avant que je fasse un coaching, ou en tout cas dans la journée qui va précéder ce moment, je sais que je remets ça entre les mains de Dieu. C'est conduis ces temps. C'est vraiment la prière que j'ai chaque fois. Puis je vois qu'il m'aide en fait, parce que tu as des personnes qui viennent aussi avec des fois des charges lourdes. Puis je vais être prêt aussi à recevoir ça. Moi, je peux aussi avoir mes défis dans ma journée. Je peux avoir aussi mes problématiques. Je peux avoir plein de choses. Mais ce qui est vraiment,
bon avec Dieu. C'est que il s'occupe de nous, en fait. Il sait comment va se passer la suite. Puis je sens aussi que j'ai beaucoup de confiance. En fait, il me donne beaucoup de confiance. C'est vraiment ça le maître mot, la confiance. Moi, mes valeurs, d'ailleurs, c'est beaucoup la confiance, le courage, le partage. C'est tellement des valeurs, en fait, qu'on voit dans la Bible, finalement. Est-ce que tu coaches des chrétiens, des non-chrétiens? C'est chrétien, non chrétien. Je coach, en fait, c'est tout le monde. S'il y en a qui nous écoutent, il est disponible. Si vous avez besoin, il est là, il est disponible. Donc, T'es gentil. on partagera les infos que tu as à ce sujet pour qu'on puisse te retrouver sur LinkedIn ou autre. Question pour toi, ça ressemble à quoi pour quelqu'un que ça intrigue justement une séance de coaching? Comment ça se découpe? Ok. Comment je prépare quelque chose? Tu me donnes des devoirs? Ça ressemble à quoi pour que, mettons que je décide d'y aller, ok, je franchis le pas, je prends mon courage à deux mains, je me pose des questions professionnelles où je suis dans un rôle de gestion et j'ai de la difficulté, où je vais embarquer dans un rôle de gestion. Ça ressemble à quoi de travailler avec toi, la séquence, juste dans les grandes lignes? Généralement, en fait, quand je travaille avec les personnes, c'est sur une période entre 3 et 4 mois. Parce que généralement, c'est des problématiques de fond. Il faut travailler en profondeur. Ce n'est pas quelque chose de superficiel. On se voit une fois toutes les 2 semaines, peut-être. Tu sais, ça dépend aussi des personnes, des profils. Puis, ce sont des séances d'1 heure. Donc, ce n'est pas très long. Mais en même temps, en fait, entre les séances, j'aime bien envoyer peut-être des ressources. Certaines personnes sont un peu plus auditives, donc peut-être c'est des podcasts, ou bien des fois c'est juste des articles. Il y a tellement de choses. C'est là où intervient aussi la créativité, c'est qu'en fait on s'adapte, on fait du sur-mesure par rapport à la personne. Puis, en fait, j'aime à dire qu'une séance ne ressemble pas à l'autre, en fait. Même s'il y a des choses qui reviennent, c'est que la personne arrive avec son besoin. Elle peut venir avec un besoin global sur lequel on va travailler pendant plusieurs semaines, mais elle peut venir aussi avec un besoin bien particulier. Peut-être qu'il y a eu un événement en fait qui s'est passé dans la semaine. Et puis là, elle veut mettre une pause par rapport à son événement, à son objectif global, et puis s'arrêter sur ce qui s'est passé, peut-être un conflit, peut-être un malaise au travail, quelque chose qui s'est peut-être pas bien passé, ou même bien passé, peut-être un waouh, quelque chose qui s'est très bien passé. Puis elle expose en fait son problème ou sa problématique ou son objectif. Et puis on va travailler ça durant cette séance jusqu'à le moment où il y a vraiment une prise de conscience, où la personne elle aura atteint aussi son objectif parce qu'elle aura mis en place des indicateurs peut-être. Et à la fin, elle me fait un retour sur ok, je pense qu'on a atteint l'objectif. Voici ce que je vais mettre en place dans les jours à venir. C'est ça le coaching aussi, c'est une mise en action à un moment donné. C'est pas juste j'ai compris, c'est voici ce que je vais mettre en action. Donc, ce qui est vraiment gratifiant, c'est de voir des résultats très tôt en fait dans la démarche. Puis ça engendre quoi? De la confiance. Puis ça amène à la personne à aller encore plus de l'avant, à entreprendre, à se lâcher. Donc c'est ça aussi qui crée le bénéfice en fait du coaching. C'est intéressant. Donc ça veut dire qu'on arrive. Donc c'est un processus qui est quand même guidé. On est bien encadré. Ouais. T'as une approche. Donc t'as une mécanique pour nous amener là-dessus. Ça nous demande nous de travailler évidemment, dans le sens de se livrer, de réfléchir avec toi. Si je comprends bien aussi, tu nous questionnes, donc tu nous amènes à travers tes questions à nous guider, etc. Mais chose importante quand même, je le souligne parce que les gens ils pourraient ne pas le saisir, mais il y a une mise en action. Donc en fait, le but c'est pas de se contenter d'en jaser. Tout à fait. Ensuite, c'est de se mettre en action et donc tu nous amènes avec ton approche à dire ok, ça ressemble à quoi les prochaines étapes? Qu'est-ce que tu veux commencer à mettre en place pour voir les bénéfices et les résultats de cette réflexion qui a été menée. C'est intéressant. Est-ce que toi, avec les rencontres que tu as faites, est-ce que tu as déjà des observations qui ressortent en ce moment? Qu'est-ce que tu vois, toi, des gens, des professionnels que tu coaches? C'est quoi les grands aspects qui ressortent? Soit c'est des grandes thématiques ou des grands enjeux que tu vois qui ressortent dans le milieu du travail à travers ton coaching? C'est une bonne question. Je pense que ce qui ressort en ce moment, c'est tu peux avoir des personnes qui sont dans le flou. Moi, c'est ce que je remarque pas mal. Puis, il y a aussi
le besoin de revenir à de l'authenticité. Je pense que le Covid a fait pas mal réfléchir les gens sur ce point-là. Tu sais, à un moment donné, on était en mode productivité, faire. Le problème, c'est qu'on n'est pas des fers humains, on est des êtres humains. Et donc, les gens veulent revenir beaucoup plus à ça, être alignés, en fait, sur leur mission de vie. Qu'est-ce qu'ils doivent faire ou qu'il y ait du sens dans ce qu'ils font. Généralement, je coach des personnes qui ont je vois dans la majorité entre 30 et 45 ans, et puis là je vois qu'il y a quand même un turning point, là tu sais, il y a quelque chose qui prend place. On est souvent à des âges où on fait un peu le bilan, où on se dit bon, c'est là que je veux embarquer sur autre chose. Et puis les leaders que j'accompagne, c'est des leaders qui se disent ben maintenant je vais être visionnaire, je veux amener mon équipe beaucoup plus loin, je veux que ça ait du sens pour eux, et puis travailler plus à la fidélisation qu'à la rétention d'employés. Ça, je le vois aussi. Certains se disent, mais je veux pas les retenir, les gens, je veux juste qu'ils restent parce qu'ils se sentent bien, en fait, avec moi. Tu touches à un bon point. Donc du flou dans la tête des gens en ce moment, un besoin de revenir à l'authenticité, un besoin d'avoir de l'impact et un souhait, j'ai l'impression, d'être de meilleurs leaders, donc d'avoir une attitude qui vise à créer du lien. C'est quoi les qualités aujourd'hui pour toi d'un leader en 2025 ? Qu'est-ce qu'il devrait avoir comme qualité / compétence qu'il devrait avoir et à développer peut-être ? Mais déjà, la première des choses, c'est de remettre l'humain au centre. Ça, c'est la première des choses pour moi. L'autre point, ça serait de pouvoir créer un espace. On parle beaucoup d'espace depuis tout à l'heure, mais un espace, une atmosphère pour que les gens puissent prendre des risques calculés, puissent s'épanouir, mais dans le sens tenter des choses, être innovant. Je parle beaucoup de créativité, mais c'est clairement ça. Tu sais, quand on était petit, là, quand on commençait des fois des dessins, on commençait par la fin, puis, tu sais, mais souvent on nous a dit ouais, non, il faut que tu commences par là. Tu sais, on a perdu un peu ce côté innocent où, tu sais, laisse-moi faire et puis on verra à la fin le travail. C'est de laisser les gens un peu plus vivre à ce niveau-là. Et parce que au travers de la créativité, en tout cas, quel que soit, quand je parle de la créativité, ça peut être dans une boîte qui est dans les jeux vidéo, ou bien ça peut être dans la fonction publique. D'ailleurs, des leaders créatifs, j'en ai vu beaucoup plus parfois dans la fonction publique que dans d'autres structures, parce que quand tu as un carré de sable qui est un peu plus réduit, où tu as beaucoup de contraintes, tu dois trouver des solutions, tu dois être créatif. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Donc le milieu où on pense que c'est là où le plus créatif, tu dis que c'est pas forcément à ça qu'il faut s'attendre. Il faut s'attendre en fait à avoir un carré de sable. Et dans ce carré de sable, c'est là que ça permet de travailler avec de la contrainte, en fait. C'est ça que ce que je veux dire, c'est que en fait, la créativité, au-delà d'un secteur, c'est un état d'esprit. C'est sortir justement de la manière de faire pour trouver des solutions et pour innover. C'est ça, en fait, pour moi, être créatif. Intéressant. Donc, il ne faut pas s'arrêter à l'industrie. Si on se dit, j'aimerais ça je suis quelqu'un de créatif, j'aimerais ça appliquer ma créativité, ce n'est pas forcément uniquement dans un milieu créatif qu'on peut le faire. Ça peut être dans un milieu qui ne paraît pas, mais où on amène notre état d'esprit, puis on a peut-être un gestionnaire et un contexte qui nous le permet de travail, qui nous offre cette possibilité-là. C'est intéressant. Et puis, pour les... là, tu as énoncé quelque chose. Est-ce que tu vois quelques qualités? Est-ce que tu en vois d'autres aujourd'hui qu'un leader devrait avoir ou sur lesquels il devrait se pencher? Créer de l'espace, offrir de la possibilité à se tromper et de la solution, pousser de la créativité. Est-ce que tu vois d'autres choses au niveau des qualités humaines que la personne devrait avoir aujourd'hui? Parce que tout le monde veut être leader, mais peut-être tout le monde ne peut pas aspirer à le devenir. Qualité humaine, c'est, je pense, se connaître. Ça, c'est un point super important parce que tout part aussi de l'identité. Si tu sais qui tu es, tu vas pas te sentir menacé. Tu vas être droit dans tes bottes et puis tu vas pouvoir pousser l'autre. Si tu ne sais pas qui tu es, tu vas tout le temps être en tout cas sous la menace et ça va t'empêcher en fait de développer celui qui est à côté de toi parce que tu vas dire il faut que moi je grandisse. Puis c'est aussi un principe, je pense, c'est un principe biblique là, pouvoir se placer en fait pas forcément au-dessus de l'autre. Et ouais, c'est important. Ouais, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Donc de commencer à apprendre à se connaître avant de commencer à aller accompagner. Tu nous as parlé de la formation que tu as complétée.
C'est plusieurs mois de travail en parallèle avec ton travail Ouais, personnel, enfin ton travail déjà chez Ubisoft. Euh, tu as fait un examen aussi, si ma mémoire est bonne, pour avoir la tout certification. à fait. Et puis aujourd'hui, raconte-nous un peu, ça ressemble à quoi ta vie de coach, comment ça se combine avec tes activités et tout ça. Hmm. Ben, en fait, je suis à temps partiel, comme tu le sais. Ma vie de coach, ben, c'est l'entrepreneuriat. Donc, ça a été la grande découverte pour moi. Là, tu gères tout, en fait. C'est sûr qu'il n'y a pas, on voit que le côté un peu beau de l'iceberg où tu coaches les personnes, etc. Mais il y a toute la partie administrative à gérer, puis le stress aussi, parce que tu veux développer ton activité, que tu Mm. veux ou non. Donc, tu peux pas être seulement coach, tu dois être aussi entrepreneur. C'est ça ma réalité aujourd'hui. Puis de rencontrer des personnes, faire du réseautage, puis aussi sortir de ta coquille. Moi, ça a été un gros challenge pour moi parce que j'étais pas forcément celui qui allait me présenter sur LinkedIn, par exemple, dire qui j'étais, ce que je faisais, etc. Tu sais, tu as toujours tendance à dire, ben, les gens vont venir vers moi. Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, non, ça a été ça ma réalité. Puis, écoute, c'est un apprentissage au quotidien. On apprend, mais on grandit. Et puis, comme on disait tout à l'heure, on s'élargit. On élargit l'espace de nos temps. Puis comment le coaching a un impact aussi, toi, sur toi, ton identité, ton Mhm. développement, depuis que tu as fait ce pas, depuis que tu t'es lancé là-dedans. On va se le dire, il y a un pas de foi, littéralement, Oui. parce que tu t'es lancé dans une activité que tu ne connaissais pas en termes de business, etc. Il y a une découverte. Mm. T'as été, je le dis à ta place parce que tu es humble, mais t'as été dans l'obéissance d'aller faire quelque chose qui est quand même exigeant, avec une famille, avec un job sur le côté, avec une femme, une épouse que tu soutiens aussi dans ses démarches et qui fait des activités, qui elle-même aussi s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Donc c'était quand même beaucoup de défis que tu as relevé brillamment. Fait que bravo, j'en profite pour te le dire. Merci, merci. Mais comment tu vois que ça aussi, ça a joué dans ta foi? Comment ça a amené, parce qu'on a des hauts et des bas, hein, évidemment, quand on Mhm. rentre là-dedans, comment toi tu l'as vu impacter ta vie spirituelle aussi? Ben écoute, je pense que ça me rapproche de Dieu. Oh. Ouais, clairement. Ah, De quelle manière? ben, tu t'appuies encore plus sur lui. Tu sais, tu as moins le contrôle, là. Tu as moins le contrôle et donc tu es obligé de dire, bon, écoute, Seigneur, là, j'ai moins le contrôle, hein, donc, mais je m'appuie sur toi. Donc je pense que ça a été le point le plus fort dans ma relation avec lui. Et je disais ça la dernière fois à un ami, je remercie Dieu de passer par là aussi. C'est cette période de transition qui n'a pas toujours été évidente parce que ça me rapproche de lui. Ça me fait connaître aussi notre facette de Dieu. Tu sais, on a vraiment tu sais, le côté père, celui qui vient, tu sais, qui vient prendre soin de toi, qui vient te parler dans des moments où en fait c'est un peu plus down, là. Et puis le père aussi qui célèbre avec toi quand il y a des belles victoires, qui te prend dans les bras, qui te soulève là. Ça c'est bon. C'est bon ça. C'est intéressant, hein, parce qu'on se dit qu'en fait, dans une période comme ça, où tu te lances, donc tu passes à travers les difficultés, les défis, Hmm. etc. Mais de se dire que, bon, Dieu est fidèle dans ce qu'on fait, mais il nous travaille aussi là-dedans. Donc Tellement. c'est beau les choses, mais à un moment donné, on est aussi travaillé là-dedans. Euh, et que ça crée cette dépendance. Je me permets tu le sais, hein, mais je le partage pour les gens qui nous écoutent, mais ça a été exactement le même chemin quand moi aussi j'ai décidé de Ouais. me lancer à mon compte et où j'avais absolument pas envie de finir dans cet état de fébrilité, et puis d'incertitude et de contrôle, où on veut beaucoup, hein, surtout quand on est dans une posture où on est père de famille et tout ça, on se dit on a une responsabilité sur les Hmm. épaules, c'est important et tout ça, puis on veut bien faire. Hmm. Et, euh, Et on est confronté quelquefois à ces défis-là et au fait de lâcher le contrôle sur la question des finances, sur la question de la destination professionnelle et tout ça. Fait que, bon, ouais, Tellement. ça résonne ce que tu dis, je le comprends tout à fait. On se comprend. Euh, T'aimerais que on dise quoi de ton passage dans la vie des gens que tu coaches? Qu'est-ce que Ah. t'aimerais que les gens ils retiennent? Moi, je peux dire ce que je retiendrai de toi, mais je préfère que tu dises ce que t'aimerais que les gens retiennent
de tout. C'est vraiment très simple, mais je veux laisser une marque positive dans la vie des gens. Mais c'est pas qu'au travers du coaching, en fait. Comment? C'est que, en fait, puis c'est ça, être aussi, je pense, disciple de Jésus, c'est que les gens puissent voir quelque chose de beaucoup plus grand que moi. C'est vraiment ça. Que les gens puissent voir quelque chose ou quelqu'un de plus grand que moi au travers de moi. C'est clairement ma mission de vie. Puis j'essaie d'inculquer ça aussi à mes enfants. C'est que dans tout ce que vous faites, que les gens puissent voir que Jésus, en fait, a une grande, grande place là. Et puis aimer les gens jusqu'à ce qu'ils se posent la question, qu'est-ce qu'il y a derrière lui? Qu'est-ce qu'il y a en lui? Ça, c'est clairement ce que je veux pour ma vie. Ouais, c'est beau ça, c'est beau, parce que on pense toujours au travail, genre à l'évangélisation, à comment on va mener les gens à l'église. On oublie qu'on est quelquefois, c'est ma femme qui me disait ça, qui me dit, on est souvent la seule Bible que les gens vont lire. Et d'incarner plus que jamais ce qu'on nous demande d'incarner comme disciples. Et la valeur que tu viens de partager, qui est la plus grande, qui est l'amour, dont on manque beaucoup dans notre monde, qui est difficile. Je pense que et puis clairement, c'est clairement ce qu'on vit quand on passe du temps avec toi. On sent que t'aimes les gens. Tu l'as dit en préambule de la conversation. Toi et Esther, vous êtes des personnes qui aimez les gens, donc vous incarnez vraiment ce que dans le discipulat qu'on attend des disciples de Christ, c'est vraiment ça. Vous l'incarnez vraiment, puis que ça transparaisse à travers ces moments-là, que ça prenne place quand vous avez ces conversations-là avec des professionnels, c'est ça qu'on veut. Puis c'est ça que vous faites très bien d'ailleurs tous les deux de manière différente, dans vos sphères différentes. Merci. Mais c'est beau, puis c'est une belle façon aussi, je pense, au-delà d'un verset, au-delà d'une parole, au-delà d'une prophétie ou quoi que ce soit, c'est aussi une autre façon d'aller toucher les cœurs des gens, puis de les amener à se poser des questions, et puis comme tu dis, à dire mais qu'est-ce qu'il y a chez cet homme qui m'apaise, qui me conforte, au-delà de la mécanique de coaching, au-delà de tout ça. C'est ça que quand tu m'en as parlé la première fois, je me suis dit, il l'incarne tellement, il incarne cette sensibilité-là particulière, ce don-là en particulier. Fait que, ouais. Mais effectivement, j'ai beaucoup aimé quand tu parlais de mécanique, parce que oui, effectivement, il y a une structure, mais il y a un fond. Et c'est ça le plus important, c'est ça que les gens vont retenir au final quand tu passes du temps avec eux. Et puis, vraiment, en fait, quand je fais du coaching, je suis totalement consacré à la personne, parce que la personne, elle en a besoin. Elle vient avec un besoin, elle vient soit avec un fardeau. Puis si je peux être la personne qui l'a fait cheminer, en tout cas qui l'accompagne dans ça, c'est all-in pour moi, c'est vraiment bon. Voilà. Wow. Écoute, ça fait déjà 1 heure qu'on se parle. Je vois pas le temps passer avec toi, comme d'habitude, je vois vraiment pas le temps passer. C'était vraiment le fun de discuter de tous ces points avec toi. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Je suis très fier d'être ton ami, très heureux de t'avoir C'est réciproque. Très fier d'être ton ami, très heureux de t'avoir eu là. Ouais. Très content. J'espère que ça va bénéficier au plus grand nombre. J'espère que ton agenda va se remplir à la vitesse grand V de gens qui ont besoin d'aide, et je vous recommande de le contacter, ne serait-ce que pour comprendre le coaching, ne serait-ce que pour explorer avec lui les possibilités que ça peut vous offrir. Avec grand plaisir. Puis qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Écoute, que je puisse encore poursuivre cette mission, tu vois, de le faire. Puis non, voilà, toujours revenir à ce qu'on disait au début, d'être un disciple de Jésus. C'est ça. Que Dieu te bénisse. Merci. Salut Scott. Salut. Bye.